Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va entamer une conférence avec notre cher frère Khalid Al-Maja, qui est étudiant-chercheur à la FPI. Il est bien sûr de formation juriste à Montpellier 1. Il habite actuellement à Orléans. Et dans le cadre de nos activités justement de conférence pour la prise de conscience des sciences en France, on va aborder la thématique justement qui tombe bien à propos des institutions musulmanes, plutôt la représentativité des institutions musulmanes en France. Par rapport à la communauté musulmane, est-ce qu'elle est bien représentée ou non? Quels sont les enjeux derrière ça? Les enjeux bien sûr multiples, économiques, intellectuels, civilisationnels, du bien vivre ensemble. Et est-ce que la légalité, juridiquement parlant, de ceux qui se prétendent représenter les musulmans alors que c'est en fait qu'une coquille vide, ils ne représentent qu'eux-mêmes, est-ce que tous ces éléments-là, tous ces facteurs-là doivent être bien sûr débattus après la conférence? Inch'Allah. À toi. Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour Abdelaziz de m'avoir invité à cette conférence, pour ce moment d'échange qui j'espère sera fructueux, où nous pourrons effectivement réfléchir à cette question de la représentativité, de la représentation des musulmans en France, et le besoin en fait auquel nous sommes confrontés, auquel est confrontée la communauté musulmane. Et notre ami, notre frère le disait, est-ce qu'ils sont représentants? En fait, ils ne sont complètement pas représentés. Il n'y a pour l'instant pas de représentation. Donc c'est pour ça que j'ai proposé d'aborder cette thématique, ce sujet qui est ô combien central. Et vous l'avez vu, au vu de l'actualité gravissime que nous traversons, cette question est encore plus, encore plus importante. Donc ça concerne effectivement, ça nous renvoie à la question de la structuration de l'islam en France, qui soulève maintenant plusieurs enjeux et qui représente en fait le défi que la communauté musulmane doit relever maintenant, désormais, pour pouvoir en fait ancrer sa réalité socio-religieuse dans la laïcité française. Alors ces enjeux, ils sont multiples, ils sont pluriels, bien entendu. C'est un enjeu donc institutionnel, un enjeu juridique, un enjeu intellectuel, mais également économique et financier. Alors pour l'enjeu institutionnel, ça nous renvoie en fait à la place de l'organisation de l'islam en tant que communauté religieuse dans une société plurielle, sécularisée et laïque. Et c'est effectivement la problématique de cette communauté dépourvue de représentation centralisée. Donc pour l'enjeu juridique, il s'agit en fait de pouvoir réfléchir sur le droit des relations entre les normes étatiques et les normes religieuses, dans la mesure où il est question en fait de l'interaction entre le droit canonique musulman et le droit français, et dans quelle mesure en fait est-ce que le droit commun, le droit français, le droit étatique, est-il à même de recevoir effectivement la législation canonique en France, et que l'on puisse parler d'un droit qui émane purement, simplement, de l'islam en France. L'enjeu intellectuel, c'est aussi la question en fait, de la mutation de cette autocompréhension de l'islam en France, actuellement à l'œuvre chez les musulmans. Et c'est pour ça qu'il est opportun pour nous aujourd'hui de réfléchir à cette question. Alors pour l'enjeu institutionnel, en fait, nous allons, tout à l'heure je vous proposerai aussi un petit aperçu, on va essayer de se mettre un petit peu en immersion aussi dans le texte saint, le texte du Coran, pour voir effectivement si l'islam dispose de ressources théologiques qui puissent aider la communauté musulmane à relever ce défi de la représentativité de l'islam en France, en convoquant dans ce cadre une discipline dans laquelle je
j'ai été initié, que j'étudie, qui est aussi l'eschatologie. Ça, c'est une petite parenthèse. J'avais déjà eu l'occasion d'ailleurs de parler de ce thème-là avec mon ami Jamel El Amri, qui était là présent. Et il s'agit effectivement de pouvoir réfléchir sur tous les moyens qui permettent à la communauté musulmane vraiment de contextualiser sa présence en France, plus largement en Europe. Donc pour l'enjeu institutionnel, il s'agit de réfléchir en fait sur les modalités d'émergence en fait des organes représentant le culte actuellement en France. Et vous avez pu constater que depuis 2003, il y a eu une tentative du gouvernement de mettre en place ce qu'on appelle le CFCM, Conseil français du culte musulman. Alors, la question qui se pose en fait pour tous, vous savez, c'est quelle est la légitimité finalement de ce CFCM, en sachant qu'aujourd'hui, le bilan est assez mitigé. Alors, pour l'histoire du CFCM, vous savez que ça a démarré depuis 2003, en avril 2003, à l'initiative de M. Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Et donc qui, après une consultation de tous les acteurs musulmans sur le terrain, à l'époque il était ministre en charge des cultes, hein, c'est ça? Absolument. Voilà, et donc il a avec un peu de forcing, enfin pas forcing, mais on va dire une grosse dose de bonne volonté en tout cas, il a réuni donc tous ces acteurs de terrain, parmi lesquels figuraient l'UIF, la FNMF, Mosquée de Paris aussi entre autres, pour mettre en place cette structure et qui jusqu'à présent ne semble pas satisfaire la communauté musulmane, en tout cas qui se sent très difficilement représentée par cette structure et qui finalement nous montre qu'il y a un problème d'autonomie finalement de cette institution-là par rapport au pouvoir public, parce que vous savez que par exemple lorsque cette structure a été mise en place, l'une des finalités implicites, en fait, ça a été, en même temps qu'il s'agissait de réguler, si vous voulez, l'ego des notables qui étaient concernés, il s'agissait aussi de pouvoir un peu canaliser l'appétit des puissances étatiques étrangères, hein, parmi lesquelles figurent le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, donc il y a une très forte concentration de musulmans maghrébins en France. Hein. Et on a eu un bilan jusque-là assez mitigé. Vous savez que la question de la nature démocratique ou non de cette institution demeure toujours, parce que les membres de cette structure ont toujours été cooptés, et que lorsqu'on regarde un petit peu les problèmes auxquels sont confrontés la communauté musulmane, surtout après les attentats monstrueux qui ont eu lieu ici et que nous condamnons tous, bien entendu, fermement. On l'a vu, son utilité n'a pas été prouvée. À titre d'exemple, quand justement des institutions aussi fondamentales que l'imama et la mosquée sont maintenant remis en cause en France, qu'elles sont présentées effectivement comme le symbole de quelque chose de dangereux qui sera même de remettre en cause l'ordre public, on n'entend pas trop finalement ce CFCM. On se dit qu'il y a toujours un manque, il y a un vide qui se fait sentir. Pour preuve, si on fait le constat un petit peu à ce niveau-là, vous remarquez que par exemple vous avez entendu parler de cette mosquée à Fréjus qui maintenant va être fermée, qui menace cette destruction, hein, carrément. Et c'est quelque chose qui heurte, qui choque la communauté musulmane dans sa foi, dans sa spiritualité, dans son intériorité, parce que c'est sûr que se voir interdire maintenant d'aller à la mosquée et de voir cet édifice maintenant pouvoir être rasé comme ça, détruit, sans qu'il n'y ait finalement aucune contestation, aucune réaction, ne serait-ce que minimale, effectivement on peut se poser la question maintenant d'un besoin réel et urgent, mais alors vraiment plus qu'urgent, hein, d'une représentation de cette présence de l'islam en France. Il y a aussi une autre mosquée d'ailleurs qui était... C'était la mosquée de la Nuit, voilà, une deuxième mosquée aussi, je crois que c'était à Thiers, effectivement, qui est menacée. C'est ça? À Thiers, voilà, une deuxième mosquée. Et on est encore plus, si vous voulez, on est encore plus
plus délicat, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet imam, maintenant à Montpellier, qui a été assigné à résidence avec, après que l'état d'urgence ait été décrété. Et il faut savoir que l'imam, effectivement, c'est la principale représentation, la principale émanation, si vous voulez, de l'islam, qui est quand même l'héritier, le dépositaire du savoir de l'enseignement du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voir de quelle façon maintenant est-ce que les autorités publiques peuvent se comporter avec ces institutions-là. On le voit bien, la communauté musulmane est vraiment malmenée, ces institutions maintenant non respectées, et il y a vraiment un problème de représentation que le CFCM, en tout cas jusque-là, n'a pas réussi à résoudre, et c'est pour ça que la question demeure et qu'il est intéressant de réfléchir à la façon dont on peut résoudre cette question. Je vous rappelle que l'imam al-Khattabi dont je vous parle est toujours sous le coup de cette assignation. Il ne peut pas se déplacer, il est astreint à rester chez lui, voilà, comme s'il représentait un danger pour la République, pour la France, alors que ses discours sont accessibles sur Internet, sont très clairs, sont très limpides. Il combat lui aussi l'extrémisme, le terrorisme. Et c'est vrai que c'est un peu incompréhensible, parce que cette dérive sécuritaire dans laquelle on est en train de sombrer là ne peut pas finalement continuer ainsi éperdument, parce qu'on se dirige droit vers quelque chose de très grave. Et c'est pour ça que les musulmans sont... Je pense qu'il a saisi le tribunal administratif et que lui-même, qui a été dégoûté aussi de sa demande. Oui, vous avez aussi cet autre imam. C'était où exactement? J'ai oublié. C'est le sud de la France. Dans le sud de la France également. Voilà, qui a été... Oui, bien sûr. Ah non, mais à Fréjus, excusez-moi, à Fréjus, je crois que l'heure n'est pas liée au dernier attentat. Je crois que c'est un vieux truc, c'est une vieille histoire déjà. Fréjus. C'était pas dans le collimateur déjà avant. Alors, je ne sais pas très précisément s'il y a un contentieux passé. C'est pas le maire qui a décidé par lui-même il y a un moment déjà, c'est pas récent. Le motif, c'était c'est une question de radicalité, hein, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il me semble que c'était le maire de Fréjus à l'époque qui a décidé. Maintenant, il faut voir le motif aussi, parce qu'on parle que ce soit Montpellier ou. C'est quoi le motif en fait? Sur le plan juridique, on parle de la loi française, sans même parler vous savez, de la. Enfin bon. En vérité, quand vous réfléchissez bien, quand vous prenez le cas de l'imam al-Khattabi à Montpellier, que je connais bien d'ailleurs, on a travaillé sur ces questions. En France, c'est quoi le motif? Ben, il n'y en a pas. Ben justement, il n'y a pas de motif très précis. C'est Après, simplement que. Il n'y a rien. C'est justement quand on va essayer on va essayer d'un petit peu, quand on cherche un petit peu la petite bête et dénoncer, vouloir essayer de faire taire un imam qu'on va accuser de fondamentalisme ou d'extrémisme en quelque sorte, comme si ces imams-là étaient vraiment un risque à l'ordre public, c'est-à-dire que comme s'ils n'étaient pas en phase avec le lieu dans lequel ils vivent, alors que c'est tout le contraire avec cet imam-là, par exemple dans le sud, l'imam Khattabi, pas moi, d'ailleurs qui s'est empressé de condamner les attentats. Et là, il a arrêté ou il est toujours en... Ah non, il est toujours sous assignement. Et voilà, ce qui est intéressant de remarquer, excusez-moi. Le CFCM ne réagit pas. Si, ils ont réagi mercredi quand même. Excusez-moi, je préfère en débattre après, pour qu'il puisse aller droit dans son élaboration, son développement, définir tous ces points. Sujet. Après, vous pouvez retenir toutes les idées que vous avez. Bon, l'idée derrière ça, sur cette question de, quand on aborde ça à travers le CFCM, c'est réellement quelle représentativité il y a en France pour les musulmans et quelle garantie a-t-on de la protection de nos institutions fondamentales, celles qui servent à l'exercice pratique du culte. Ces premières institutions, en fait, j'insiste sur un point, c'est que c'est d'abord, effectivement, le masjid. J'ai dit non, il y en a. Si, il y en a. Si, justement, il y en a. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces premières institutions pour l'islam, en France, apparemment, et partout dans le monde, c'est effectivement la mosquée, le masjid, puisque la société musulmane est principalement structurée autour du masjid. C'est la centralité dans la société.
Et la deuxième institution avec cela, c'est effectivement l'imam, qui est le leader, qui assure la guidance, c'est lui qui a chargé d'âme en fait, pour la communauté musulmane en islam. Et la manière dont effectivement maintenant ces institutions, en proprement parler, qui sont les vraies institutions, sont traitées en France, nous amène vraiment à un devoir de réflexion sur la possibilité effectivement d'instituer cette présence de l'islam en France et que les musulmans puissent être capables finalement de protéger ces institutions-là et leur intérêt commun tout simplement. Donc ça nous renvoie ici au second enjeu dont il est question, c'est l'enjeu juridique. Donc c'est là où on se pose la question effectivement de l'interaction entre le droit étatique et le droit canonique musulman. Donc la question finalement c'est quel pourrait être le cadre d'application du droit canonique musulman au sein de la société française. Vous savez que dans un pays où dans un pays dit islamique ou musulman, la législation est globale, elle s'applique de manière harmonieuse, uniforme sur tout le territoire, et dans un cadre laïque, un contexte sécularisé comme le nôtre, la compréhension de l'application des législations doit être reformulée. Donc, comment est-ce que les musulmans peuvent faire pour justement instituer cette présence en étant à la fois conforme aux dispositions de l'ordre public française et à celles du droit canonique musulman. Donc, il s'agit en fait, à travers cela, pour la communauté musulmane, d'être capable finalement de reformuler une certaine compréhension, une mise à jour de cette norme-là, la norme islamique. Et l'idée, on pourra en discuter, c'est de se demander, est-ce que finalement, après avoir constaté l'échec de ces tentatives politiques, le CFCM et les conseils régionaux d'ailleurs du culte musulman qu'il y a eu, est-ce que le système conventionnel ou le système concordataire ne serait pas finalement la solution? Parce que vous savez que même le Premier ministre, non, c'était Manuel Valls qui avait dit, qui avait parlé de refonder carrément le droit, de réformer le droit, mais dans quelle mesure et quelles conditions pour les musulmans? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors bien entendu, derrière cela, cette institutionnalisation de la présence des musulmans en France, c'est qu'elle soulève il y a des enjeux aussi qui sont économiques et financiers, parce qu'il y a une très grosse manne financière dont il est un enjeu financier énorme, et malheureusement les musulmans n'en profitent pas, ne serait-ce que pour pouvoir financer le culte. Ouais, c'est très problématique. Vous avez eu d'ailleurs récemment Nathalie Kosciusko-Morizet qui proposait de pouvoir taxer le halal pour financer le culte. Bon, avec un ordre de grandeur comme ça, un chiffre, elle disait que ça pourrait à peu près rapporter 60 millions par an, à hauteur de 1% de taxation. 60 millions pour une communauté de plusieurs millions d'individus, non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est trop peu. Donc l'enjeu économique et financier concerne effectivement donc, le marché du halal, la finance islamique. Je pense que vous avez pu étudier la question, vous avez dit que vous avez fait un petit peu de finance. Et voilà, la question du financement du culte et des fonds étrangers. Donc de quelle façon est-ce que la communauté musulmane, si on réfléchit, peut-elle arriver finalement à obtenir gain de cause, à faire reconnaître ses droits du point de vue financier pour garantir cette autonomie dont elle a besoin et réguler une pratique du culte qui soit décente. Vous savez que le marché du halal, comme vous le savez, est un marché où beaucoup de sociétés, des entreprises, mais en ce qui concerne les institutions de l'islam, qui normalement ont le monopole quand même dans l'édiction la norme halal. Toutes les communautés ont le monopole, sauf la communauté musulmane. Comme par hasard, elle ne détient aucun monopole dans sa propre maison. Voilà, donc ça c'est problématique. C'est quand même... voilà, c'est quelque chose qui... post-colonial ou paternaliste, on verra bien tout à l'heure. En fait, je pense que c'est plus un problème vraiment structurel et technique, à vrai dire, parce que il suffit juste de voir l'initiative qui a été l'initiative de Nathalie Kosciusko-Morizet qui représente quand même l'administration, qui représente l'État. Ces initiatives constamment viennent de l'État. Il n'y a rien qui vient réellement des musulmans, à proprement parler, et du fait du manque de structure, de centralisation un petit peu de cette gestion-là, c'est toujours une proposition finalement qui vient du gouvernement. C'est pour ça qu'on ressent constamment ce paternalisme un peu qui s'applique sur la communauté musulmane, et c'est ce
ce contre quoi cette communauté finalement doit arriver enfin, doit pouvoir lutter pour finalement pouvoir un petit peu mieux s'imposer en France et défendre son intérêt. Vous savez que le marché du halal, c'est aussi un marché qui se chiffre à plusieurs milliards d'euros par an. Hein. C'est énorme. Et quand on sait que maintenant dans les associations, on est encore là à galérer pour pouvoir payer des imams ou ne serait-ce que les factures d'électricité ou des gaz, c'est un peu absurde. C'est un peu absurde. Donc, ce sont ces thématiques-là, ces points-là qu'il s'agit de pouvoir finalement résoudre. Et la question, encore une fois, c'est comment. Alors avec ça, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'enjeu, bien entendu, intellectuel, en tout cas idéologique, on va dire, puisqu'on se posera toujours la question de la compatibilité finalement entre l'islam et la République. Vous savez, par exemple, quand, je donne un exemple, quand Jean-Pierre Chevènement avait initié effectivement le processus de consultation avec les acteurs musulmans, il les a quand même soumis à une espèce de charte, c'était en 2000 je crois, si je ne dis pas de bêtises, voilà, où on astreignait quand même la communauté musulmane à faire acte de loyauté à l'égard de la République. C'est-à-dire, voilà, on va vous reconnaître, mais attention, promettez de respecter les lois de la République. Bon, c'est assez maladroit et incongru. D'ailleurs, Sarkozy avait été un petit peu dans le même mouvement quand il avait enjoint aux représentants, aux dignitaires qui siégeraient plus tard au CFCM, voilà, en tout cas de faire en sorte que les jeunes musulmanes se détachent de leur voile, hein, parce que, voilà, vous comprenez, on vous aide, hein, on vous institue, mais bon, il faudrait moins pratiquer un peu. Non, on a vraiment une maladresse, en tout cas de l'État, qui persiste quand il s'agit effectivement de contribuer à cette institutionnalisation de l'islam. Et ça nous montre effectivement que cette question ne pourra être résolue que par une initiative vraiment, à proprement parler, purement et strictement qui n'émane que de la communauté musulmane en elle-même. Vraiment, on ne peut rien attendre du gouvernement ou de l'État. Non, vraiment, ça doit venir que de la communauté musulmane. Et la question, encore une fois, c'est comment se saisir effectivement de cette spiritualité, de cette foi, et que faire pour y arriver, tout en donnant finalement la preuve que la communauté musulmane n'est pas un danger pour la société, pour l'ordre établi, on va dire, pour l'ordre public, et qu'elle puisse effectivement accéder à un statut d'égalité avec les autres cultes. Alors, moi, c'est la réflexion en tout cas que j'ai eue depuis pas mal d'années, c'est ce sujet-là que j'ai travaillé pendant un long moment. Et la question maintenant est d'autant plus urgente que finalement, on est en train de brosser une image de cette communauté musulmane qui devient un vrai danger pour l'État, parce qu'elle serait à même de renverser, on va dire, la République pour instaurer pour instaurer la charia. Moi, je vous pose la question, est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible? Est-ce qu'il y a un vrai risque que cette communauté musulmane puisse instaurer la charia? Mais est-ce qu'il y a déjà un besoin à ça? Pas du tout. Complètement. Les musulmans, ils n'espèrent que de vivre en paix, c'est tout. Même s'il y avait des gens extrémistes, déjà en pourcentage, il y en a combien? Même dans le monde. Je veux dire, c'est pas le problème, à mon avis, c'est pas ça le problème. Et ce n'est pas seulement l'islam qui représente, je veux dire, je crois qu'au niveau de la France, si vous prenez dans l'ensemble, il n'y a pas que les musulmans qui sont touchés par ce problème. Il y a une catastrophe depuis un certain nombre d'années. Et puis l'euro, déjà, il ne faut pas noyer le poisson. On va parler des vrais problèmes, parce que les musulmans, ça n'a jamais été un problème. On a toujours vécu mélangé avec les chiites, les sunnites, bon, il n'y a jamais eu de problème. Le problème, c'est simple, il y a un problème économique, effectivement, il y a une crise morale, il y a une crise économique qui est grave, parce que le pouvoir d'achat, il a fait beaucoup. Le pouvoir d'achat en France... On laisse... Alors, non, mais juste quelques mots. Le vrai problème, donc il faut pas, on ne va pas détourner, on ne pourra pas, de toute façon. Moi, on est en contact avec des gens qui ne sont pas musulmans, qui sont des amis. Moi, j'en ai plein, des intellectuels, des chercheurs. Et ces gens-là, ils en ont marre parce que ça ne va plus. Non, je suis tout à fait d'accord. Donc il ne faut pas se sentir visé seulement.
l'islam n'a jamais été en danger. Le problème, il est où au niveau des musulmans? Voilà. Je crois qu'il faut qu'on oriente la discussion. On va débattre, s'il te plaît. On va débattre discuter, après. justement. Parce que sinon, il ne va pas pouvoir finir. C'est tout le thème, c'est tout. On va finir Inch'Allah et on débattra. Non, non. Après, Ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a de vrais problèmes. Ce sont les vrais problèmes auxquels sont confrontées la France aujourd'hui, qui concernent celui de l'emploi, de l'insertion professionnelle, le chômage, effectivement. Le problème étant qu'on continue encore et encore à instrumentaliser la question de la présence de l'islam en France pour effectivement éviter en tout cas pour les politiciens, leur façon de pouvoir éviter ces vrais problèmes-là, en sachant qu'ils n'y arrivent pas, je n'ai pas l'impression qu'ils n'arrivent pas à les résoudre, mais qui peut-être ne veulent pas, en tout cas chacun interprète ça comme il veut, mais on instrumentalise encore une fois, encore et encore l'islam pour éviter effectivement ces vraies questions. Mais maintenant, si vous voulez, le problème pour les musulmans, c'est comment faire pour effectivement instituer sa présence de manière durable, institutionnelle en France, et pour que l'on cesse de présenter effectivement cet islam comme un danger, alors qu'il est complètement compatible avec les lois de la République et qu'il n'y a aucune incompatibilité. Est-ce que les structures qui ont été mises en place jusque-là ont rempli leur fonction, leur rôle? Bon, il s'agit effectivement de réfléchir à cette question-là. Alors, l'idée, à travers cela, ça aurait été effectivement, ce qui serait intéressant, c'est de réfléchir au fait que l'histoire qu'ont eu les musulmans avec la France n'est pas la même que celle qu'ont eu les chrétiens. Or, si on prend en compte la loi, si on regarde ce que dit la loi concernant les cultes et la religion, le postulat est simple. En France, il y a une séparation entre le spirituel et le temporel. Et ça s'est traduit après la Révolution avec des lois qui ont dit qu'il y avait une séparation entre l'Église et l'État. Voilà, l'Église et l'État. Alors moi, ce que je me demande souvent, la question que je me pose, c'est pourquoi n'y a-t-il pas la même chose, l'application du même principe à l'endroit des musulmans, en prenant pour institution première et fondamentale la mosquée. Vous comprenez? La mosquée, la mosquée, moi qui font des thèses, disent pourquoi la mosquée? Parce qu'effectivement, la mosquée est à l'image de, comme l'islam, ce que l'Église est un peu catholique ou chrétienne. Voilà, effectivement, c'est-à-dire la maison de Dieu. Donc la première, si vous voulez, institution de représentation pour l'islam serait effectivement, si on réfléchit bien, la mosquée. Et ensuite, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de clergé, on a toujours il faut toujours le rappeler, il n'y a pas de clergé comme l'ont les chrétiens, mais il y a quand même un magistère religieux qui est assuré par l'imam, qui est quand même l'équivalent, on va dire, de l'évêque ou du prêtre. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas réfléchi plus tôt à une législation qui permettrait d'instituer effectivement le masjid et l'imama comme institution centrale pour les musulmans à travers une loi qui serait codifiée, en reprenant bien entendu le droit canonique musulman, à travers une codification en droit constant, pour effectivement obtenir cette application, si vous voulez, cette applicabilité de la loi 1905 à l'endroit des musulmans. Donc il y a un vide. Il y a un vrai vide juridique, voilà, qui dure depuis justement la colonisation. D'accord. La loi, elle s'applique à tout ce qui existe en France. Donc, cette loi, elle est applicable aussi à l'islam, elle est applicable aussi à le judaïsme et tout ça. En théorie, non. Oui, Alors, en théorie, même en pratique. Pour le judaïsme, c'est vrai que c'est un peu à part. C'est un peu à part aussi, parce que le consistoire ne fonctionne pas comme fonctionne l'Église. Mais si vous voulez, c'est la possibilité effectivement. Chacun a sa spécificité juridique et culturelle. Voilà, et c'est ce qu'il s'agit en fait de mettre en avant à travers cette réflexion. C'est est-il possible d'instituer un système conventionnel qui permettrait d'avoir une reconnaissance légale de la mosquée et au sein duquel effectivement vont bénéficier des imams qui deviennent les représentants de la communauté musulmane. Alors, l'idée derrière ça, c'est de pouvoir proposer effectivement une reconnaissance de ce système conventionnel, mais qui pourrait aussi impliquer les musulmans. Et là, si on réfléchit ensemble, de quelle façon est-ce que les musulmans pourraient participer au processus de légifération pour obtenir cette reconnaissance-là, en ayant une représentativité, on va dire, assez objectivée, pour pouvoir sortir du schéma classique de la politisation des institutions de l'islam en France. Et l'idée derrière ça, c'est effectivement de pouvoir convoquer ce qu'on pourrait appeler les principes fondamentaux, reconnus par la foi islamique,
mais qui pourrait être finalement revendiqué et appliqué à partir du masjid, au sein et à partir du masjid envers la société. Et de pouvoir instituer effectivement, comme je l'ai dit, l'imama. Alors la question en fait derrière ça, la problématique à laquelle on est envoyé pour cette institutionnalisation, c'est vraiment la défense de ce patrimoine islamique, de ces institutions. Comme je le dis, le masjid maintenant, vous savez, il est autant pas respecté ici en France qu'à l'étranger. Parce que quand vous regardez ce qui se passe avec la mosquée Al-Quds, vous savez que c'est aussi une institution fondamentale. Enfin, c'est l'un des troisième lieux saint de l'islam. Et quand on fait un recoupage comme ça, qu'on regarde, on voit que la mosquée en général est menacée partout. C'est-à-dire qu'il y a un vrai non-respect de ces institutions-là. Et comment est-ce que la communauté musulmane peut parvenir finalement à protéger ces édifices-là? Mais encore une fois, je pense que la communauté musulmane en France peut y contribuer, tout en instituant en fait, effectivement sa présence, sa représentativité en France à travers le masjid. Elle peut aussi, on va dire, revendiquer une certaine propriété collective de ce qu'on appelle la Ummah, de ces lieux-là, mais qui soit défendue à travers, donc, effectivement, à travers une loi contextualisée. D'accord. Il va rester 10 minutes comme ça par rapport à ta conférence. Non, je pense que d'ici 5 minutes, on peut... D'ici 5 minutes, on peut en faire le débat, commencer le débat. Voilà. Mais je ne veux plus d'intervention. Hein. Je vais laisser terminer, après on va débattre. C'est mieux. Inch'Allah. Voilà. Alors, donc l'idée derrière ça, c'est de se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas effectivement une possibilité juridique de codifier effectivement le statut des institutions de l'islam, donc le masjid principalement et l'imama, à travers une convention qui permettrait de produire du droit. Un vrai droit où effectivement les autorités canoniques de l'islam, les ulama, pourraient effectivement légiférer, alors ça pourrait être sous forme de fatwa ou autre, mais légiférer sur le statut et le fonctionnement de l'exercice pratique du culte au sein et à partir du masjid. Et finalement faire reconnaître certains droits qui sont connexes à cela, notamment les droits financiers, puisque si on prend par exemple en compte la zakat, vous savez que la zakat est une dépense cultuelle, ça veut dire que ça relève du culte. Mais est-ce que vous pensez par exemple que le statut associatif, en tout cas le cadre associatif de droit commun, suffit pour à la fois la collecte, la gestion et la répartition de cette manne financière, on va dire, en sachant qu'on n'a toujours pas de reconnaissance finalement du statut de la zakat en quelque sorte. Parce que quelqu'un qui veut par exemple s'acquitter de la zakat, tout ce qu'il a à disposition, c'est finalement, vous savez, la déduction fiscale des 66% des dons qu'on fait aux associations. Il reste quand même 34-40% qui manquent pour obtenir le 100% dont on aurait besoin. Donc là, ça pourrait être effectivement une idée, une piste de réfléchir à instituer effectivement la zakat toujours, mais en attribuant la compétence de la perception, de la collecte au masjid. Mais tout cela à l'échelle nationale. Vous voyez, à l'échelle nationale. Donc l'idée derrière ça serait effectivement pouvoir instituer une convention à partir de laquelle les musulmans seraient tous partie prenante finalement, tous partie prenante en fonction de leur foi, et finalement de formaliser cela à travers le principe de la shahada. Parce que vous savez que le statut personnel du musulman est étroitement lié au droit musulman, et qu'à partir du moment où le musulman fait sa shahada, eh bien profession de foi, eh bien, il intègre ce qu'on appelle la Ummah, qui est effectivement la communauté musulmane. Donc, est-ce qu'il n'y a pas effectivement là aussi la possibilité de codifier, légiférer de manière totalement objective sur le statut, les institutions de l'islam, et permettre une régulation du culte qui soit à la fois un minimum, on va dire, efficace, mais qui permette aussi à chaque concitoyen de prendre, finalement, de constater quelle est la teneur de ce que dit finalement l'institution du masjid et des musulmans. Donc effectivement, la shahada là aussi pourrait être un recours, et il s'agit en fait finalement, le défi en vrai, le défi réel auquel les musulmans sont confrontés, c'est de pouvoir simplement formuler cette shahada dans l'espace européen, et que finalement chaque concitoyen
prennent part à cette démarche-là et constatent effectivement que, si vous voulez, le caractère utile de cette démarche-là. Donc c'est pour ça que je pense que, en tout cas, à mon avis, le système conventionnel est le système indispensable qui permettrait effectivement aux musulmans, en tout cas, de pouvoir instituer cette présence en retenant comme institution principale le masjid et l'imam. Donc l'enjeu intellectuel, c'est quoi? Alors, c'est celui-là, c'est effectivement celui-là, c'est de savoir quelle est effectivement la place de l'islam au sein de cette laïcité, dans un espace sécularisé, quelle place doit-on accorder effectivement à l'islam. Donc là, c'est effectivement des compétences qui doivent être reconnues au masjid, parce que c'est vrai, quand on parle de séparation entre l'Église et l'État, si on applique le même principe pour la mosquée, séparation entre l'Église, excusez-moi, entre l'État et la mosquée, il faut d'abord pouvoir reconnaître la mosquée avant de pouvoir la séparer. Or, on n'a pas cette reconnaissance. Donc, c'est pour ça que je rebondis sur votre réflexion tout à l'heure. Vous disiez la loi s'applique. Donc, pour l'instant, on ne peut pas appliquer cette loi parce que l'institution n'est pas reconnue. Donc, il faut d'abord la reconnaître pour ensuite la séparer. D'accord. Donc, vous avez fini, c'est bon? Globalement, ce sont les combats. Donc maintenant, on passe maintenant au débat. Hein. Vous voulez dire un mot? Qu'est-ce que vous considérez comme une mosquée, c'est-à-dire une petite